Il existe une réponse à laquelle il ne s'attend jamais, après t'avoir blessé. Et ce n'est ni le silence, ni la vengeance, ni même le pardon. C'est autre chose. Quelque chose de plus troublant et de bien plus puissant. Quelque chose qui, le jour où tu le comprends, retire à cette personne le seul pouvoir qu'elle avait réellement sur toi sans que tu aies à prononcer un seul mot de plus. Parce qu'il faut commencer par une question étrange. Pourquoi certaines personnes semblent-elles perdre pied exactement au moment où elles découvrent qu'elles ne peuvent plus t'atteindre comme avant? Pourquoi ton indifférence les dérange-t-elle 1000 fois plus que ta colère? Qu'est-ce qui se déclenche en elles quand elles réalisent que leurs mots ne changent plus rien à ta journée? On croit presque toujours que le pouvoir dans ces situations, c'est de trouver la phrase parfaite. La réplique qui blesse en retour, celle qui remet l'autre à sa place, celle qui prouve enfin qu'on avait raison. Et pourtant, tu vas le voir, les blessures les plus profondes ne se referment jamais dans une discussion. Elles se referment le jour où tu cesses, sans t'en rendre compte, d'alimenter quelque chose qui maintenait le lien vivant avec celui qui t'a fait mal. Parce que il y a une chose que presque personne ne t'a expliquée. Cette personne qui t'a blessé n'attend peut-être pas du tout ce que tu crois. Elle ne cherche pas forcément à te détruire. Elle cherche autre chose, quelque chose de plus caché, de plus profond, et tu le lui donnes peut-être sans même le savoir. À chaque fois que tu réagis, on va descendre ensemble dans ce mécanisme. Comprendre ce qu'elle veut vraiment, pourquoi ta douleur la rassure au lieu de la toucher, et pourquoi la seule réponse qui la désarme n'est pas un mot, mais une transformation. Premier point, ce que tu crois vouloir, et le piège qui s'y cache. Commençons par ce qui se passe en toi, juste après la blessure. Parce que tout part de là, de ce premier mouvement, si naturel, si humain, que personne ne songe à le remettre en question. Quand quelqu'un te fait mal, tu ressens immédiatement un besoin puissant, presque irrépressible, le besoin de répondre. Et il faut regarder ce besoin de près, parce qu'il est plus complexe qu'il n'en a l'air. Que veux-tu exactement quand tu veux répondre? Tu veux expliquer ce que tu ressens. Tu veux que l'autre comprenne le mal qu'il t'a fait. Tu veux qu'il reconnaisse, qu'il mesure, qu'il admette. Et sous tout ça, il y a quelque chose de plus précis encore, un espoir que tu n'oses peut-être pas nommer. Tu attends un signe de regret. Tu attends qu'il ait mal de t'avoir fait mal. C'est profondément humain. Il n'y a rien de honteux là-dedans. On veut tous être compris, surtout par ceux qui nous ont blessés, parce que leur incompréhension redouble la douleur. Être blessé, c'est déjà dur. Être blessé par quelqu'un qui ne voit même pas qui t'a blessé, c'est insupportable. Alors on cherche à lui faire voir, c'est un réflexe de justice, presque de survie, et c'est ce réflexe, si légitime soit-il, qui te pousse à faire des choses que tu regrettes. Regarde-les, ces choses, parce que tu les reconnaîtras. Tu écris des messages que tu ne devrais jamais envoyer. Tu rouvres des conversations que tu croyais closes. Tu reviens, encore et encore, sur les mêmes faits, convaincu que cette fois, avec les bons mots, dans le bon ordre, il va enfin comprendre. Tu rejoues la scène dans ta tête, tu prépares tes arguments, tu imagines la conversation où enfin il saisirait, et voici ce qui se produit, et c'est le premier paradoxe qu'il faut regarder en face. Plus tu essaies de lui faire voir ta douleur, moins il semble la voir. Tes efforts pour être comprise ne rapprochent pas la compréhension, ils l'éloignent. Tu déploies une énergie immense, et elle produit l'inverse exact de ce que tu cherches. Il faut comprendre pourquoi, parce que la raison est contre-intuitive. Et quelle est la clé de tout le reste? Tu supposes que si tu expliques assez bien, l'autre finira par comprendre. Cette supposition repose sur une idée, que son incompréhension vient d'un manque d'information. Comme si, en lui donnant les bons éléments, tu allais débloquer sa compréhension. Mais son incompréhension ne vient pas d'un manque d'information. Elle vient d'autre chose. Soit il ne veut pas comprendre, parce que comprendre l'obligerait à se remettre en cause, soit il a compris parfaitement et c'est simplement pas son problème. Dans les deux cas, aucune explication supplémentaire ne changera rien, parce que le blocage n'est pas au niveau de l'information. Laisse-moi te montrer ça, avec une image. Imagine que tu frappes à une porte, persuadé que si tu frappes assez fort, on finira par t'ouvrir. Tu frappes encore, tu t'épuises, et tu ne vois pas une chose, la porte est verrouillée de l'intérieur, volontairement. La personne à l'intérieur t'entend parfaitement. Elle a décidé de ne pas ouvrir. Frapper plus fort ne changera rien, parce que le problème n'a jamais été qu'on ne t'entendait pas. Le problème, c'est qu'on a choisi de ne pas ouvrir. Et chaque coup que tu portes ne fait que confirmer à celui qui est derrière que tu es toujours là à frapper. C'est exactement ce que tu fais quand tu insistes pour être comprise. Tu frappes à une porte verrouillée de l'intérieur. Et ton insistance,
loin de te faire entrer, ne fait que signaler ta présence à celui qui a décidé de ne pas t'ouvrir. Et c'est là que le piège se referme, discrètement. Tu crois te battre pour refermer ta blessure. Tu crois que si tu obtiens enfin cette reconnaissance, cette excuse, ce regret, la plaie pourra cicatriser. Mais en réalité, à chaque fois que tu reviens vers lui, à chaque message, à chaque tentative, tu fais l'inverse. Tu maintiens le lien ouvert. Tu réalimentes exactement ce qui garde la blessure vivante. Ce que tu prends pour un effort de guérison est en fait ce qui empêche la guérison. Il faut vraiment saisir ce renversement, parce qu'il est au cœur de tout. La blessure ne reste pas ouverte malgré tes efforts. Elle reste ouverte à cause de tes efforts. Tant que tu attends quelque chose de lui, tant que tu tends la main vers lui pour qu'il répare, tu gardes une porte ouverte entre vous, et c'est par cette porte que la douleur continue de circuler. Tu ne peux pas cicatriser une plaie que tu rouvres toi-même chaque jour en y revenant. Et voici la conséquence la plus troublante, celle qui explique pourquoi certaines relations blessantes durent des mois, des années, bien après qu'il n'y a plus rien à en attendre. Ce qui te retient, c'est pas l'amour, c'est ce besoin d'être comprise par quelqu'un qui n'a jamais eu l'intention de te comprendre. Tu restes pas accroché par affection, tu restes accroché par une attente. Une attente qui ne sera jamais satisfaite et qui, précisément parce qu'elle n'est jamais satisfaite, te maintient là indéfiniment. C'est pour ça qu'on peut être libéré de l'amour pour quelqu'un et rester pourtant prisonnière de lui. Parce que le fil qui te retient n'est pas fait d'amour, il est fait d'attentes non comblées. Et une attente non comblée, ça tire bien plus fort qu'un sentiment. Je pose une nuance ici, parce qu'elle est nécessaire. Vouloir être comprise n'est pas un défaut. Et je ne suis pas en train de te dire que ton besoin était illégitime. Il était juste humain, sain même. Le problème n'est pas d'avoir eu ce besoin. Le problème, c'est de continuer à l'adresser à quelqu'un qui ne peut pas ou ne veut pas y répondre. C'est pas ton besoin qui est en cause, c'est son destinataire. Tu frappes à la bonne porte pour de mauvaises raisons. Ou plutôt à la mauvaise porte pour de bonnes raisons. La reconnaissance que tu cherches existe peut-être, mais pas là, pas chez lui. Voilà le premier point. Après une blessure, tu ressens le besoin légitime et humain d'être comprise, reconnue, de voir l'autre regretter, mais plus tu cherches à lui montrer ta douleur, moins il la voit, parce que son incompréhension ne vient pas d'un manque d'information, mais d'un refus ou d'une indifférence qu'aucune explication ne lèvera. Tu frappes à une porte verrouillée de l'intérieur, et chaque coup ne fait que signaler ta présence. Ce que tu prends pour un effort de guérison est ce qui rouvre la plaie, car tant que tu attends quelque chose de lui, tu gardes le lien ouvert. C'est pas l'amour qui te retient, c'est une attente qui ne sera jamais comblée. Mais il y a quelque chose de plus troublant encore que ce piège. Car non seulement ta douleur exprimée ne le touche pas, mais elle produit sur lui un effet que tu n'imagines pas. Loin de le faire culpabiliser, elle le rassure, elle l'apaise. Et pour comprendre ça, il faut regarder ce que ta réaction représente réellement pour lui. Deuxième point, pourquoi ta douleur exprimée le rassure au lieu de le toucher ? On vient de voir que ta douleur exprimée ne le touche pas. Il faut maintenant aller plus loin, dans un territoire vraiment dérangeant. Parce que c'est pas seulement qu'elle ne le touche pas, c'est qu'elle produit souvent l'effet inverse. Elle le rassure, elle l'apaise. Et tant que tu ne comprends pas ce mécanisme précis, tu vas continuer à donner à l'autre, sans le savoir, exactement ce dont il a besoin, en croyant lui adresser un reproche. Reprenons depuis le début, calmement, parce qu'il faut vraiment décomposer ce qui se passe dans sa tête à lui. Tu lui montres ta douleur. Tu lui écris que tu as mal, que ce qu'il a fait t'a blessé, que tu ne comprends pas comment il a pu. Dans ton esprit, ce message porte un contenu très clair, tu m'as fait du mal, prends-en conscience. Tu envoies un reproche. Tu attends qu'il le reçoive comme un reproche, qu'il en soit affecté, qu'il se sente coupable. Mais il faut comprendre ce qu'il reçoit, lui, parce que c'est pas du tout ce que tu crois envoyer. Là où tu vois un reproche, il perçoit une information toute différente, et cette information, c'est « tu occupes encore une place immense dans ma vie ». Ton message, quelle que soit sa colère, quelle que soit sa dureté, lui dit une chose avant toute autre, je pense encore à toi, tu comptes encore assez pour que je prenne le temps de t'écrire. Tu as encore le pouvoir de bouleverser mes journées. Et voilà le renversement, le contenu de ton message, le reproche passe au second plan. Ce qui arrive en premier, c'est le fait même que tu écrives, le fait que tu réagisses. Ce fait-là, à lui seul, porte un message plus fort que tous les mots. Tu n'es pas parti. Émotionnellement, tu es encore là. Il faut vraiment saisir cette distinction, parce qu'elle est la clé.
Il y a le contenu de ce que tu dis et il y a le fait que tu le dises. Tu te concentres sur le contenu, ce que tes mots signifient. Lui reçoit d'abord le fait que tu aies parlé. Et le fait écrase le contenu. Peu importe que tu dises « je te déteste » ou « tu me manques », dans les deux cas, le fait sous-jacent est identique, je réagis encore à toi, et c'est ce fait qui compte, bien plus que les mots qui l'habillent. Laisse-moi te montrer ça, avec une image. Pense à quelqu'un qui, dans le noir, a peur d'être seul, abandonné, oublié. Il appelle dans l'obscurité et il attend une réponse, n'importe laquelle. Si tu lui réponds gentiment, il sait qu'il n'est pas seul. Mais si tu lui cries dessus, si tu réponds avec colère, il sait aussi qu'il n'est pas seul. Dans les deux cas, ta voix lui prouve qu'il y a quelqu'un. Le contenu de ta réponse, douce ou furieuse, lui importe finalement peu. Ce qui le rassure, c'est d'avoir entendu une voix. Le silence, lui, serait terrifiant, parce que le silence voudrait dire qu'il n'y a plus personne. Pour lui, ta réaction est cette voix dans le noir. Douce ou hostile, elle prouve la même chose. Il y a encore quelqu'un, tu es encore là. Et cette preuve-là est précisément ce qu'il cherchait, souvent sans même le savoir. Maintenant, il faut expliquer pourquoi cette preuve le rassure autant, pourquoi elle a tant de valeur pour lui. Et là, on touche quelque chose de profond. Beaucoup de gens ont un besoin sourd, rarement conscient, de se sentir important, de compter, d'avoir un impact sur quelqu'un. Et pour certains, ce besoin est si grand qu'ils se contentent de n'importe quelle forme d'impact, même négative. Être aimé, ce serait l'idéal. Mais à défaut, être détesté fait l'affaire. Parce que la haine, comme l'amour, prouve qu'on compte. Ce qui serait insupportable, c'est pas ta colère, c'est ton indifférence. Parce que l'indifférence, elle, prouve qu'on ne compte plus du tout. Suis bien cette logique, parce qu'elle explique des comportements qui sinon semblent absurdes. Pour quelqu'un qui a ce besoin, provoquer ta colère est une victoire. Ça peut sembler fou, pourquoi voudrait-il te mettre en colère? Parce que ta colère lui confirme qu'il a encore du pouvoir sur tes émotions, qu'il peut encore, quand il le décide, perturber ta paix. Et ce pouvoir-là, la capacité de bouleverser ton état intérieur, est pour lui la preuve la plus concrète qu'il existe encore pour toi. Il ne cherche pas ton bien, il cherche la confirmation de son impact. Et il faut le dire, c'est pas toujours calculé, cynique, méchant. Souvent, c'est une blessure ancienne qui parle. Il y a des personnes qui ont grandi dans le manque, le rejet, l'indifférence, qui n'ont jamais eu la sécurité d'un lien stable et calme, et qui ont appris, très tôt, à confondre deux choses que rien ne devrait confondre, l'intensité et le lien. Pour elles, ce qui est intense est vivant, et ce qui est calme est mort. Alors elles recherchent l'intensité, sous toutes ses formes, y compris le conflit, parce que l'intensité est la seule preuve de lien qu'elles connaissent. Provoquer une réaction forte, c'est leur façon de s'assurer qu'elles existent encore pour quelqu'un. Comprends bien ce que ça implique pour ta situation. Quand tu réagis avec force à ce qu'il t'a fait, tu lui donnes exactement la nourriture qu'il cherche. Tu lui sers de l'intensité, tu lui confirmes le lien, à sa manière à lui, la seule qu'il reconnaisse. Ton reproche enflammé, ta douleur criée, ta colère, tout ça est reçu par lui comme la preuve chaleureuse qu'il compte encore. Tu crois le punir, tu le nourris. Et c'est pour ça que certaines relations restent bloquées si longtemps dans ce cycle, parce que tant que tu réagis, il reçoit ce dont il a besoin, donc il continue de provoquer, donc tu continues de réagir. Chacun alimente le besoin de l'autre. Toi, tu alimentes son besoin d'impact. Lui, il alimente ton besoin d'être comprise. Et le cycle tourne indéfiniment, deux personnes accrochées non par amour, mais par des besoins qui se répondent sans jamais se combler. Il faut aussi voir une chose cruelle. Même quand tu essaies de lui montrer que ça ne t'atteint plus, tu tombes dans le même piège. Parce que si tu prends la peine de lui prouver que tu es indifférente, tu démontres par cet effort même que tu ne l'es pas. On ne cherche pas à prouver son indifférence à quelqu'un qui nous est vraiment indifférent. L'effort de le convaincre est déjà une réaction, donc déjà une confirmation. C'est le paradoxe le plus retors. Plus tu essaies de lui montrer qu'il n'a plus de pouvoir sur toi, plus tu lui prouves qu'il en a encore. Je pose une nuance importante, parce qu'elle est nécessaire. Comprendre que ta réaction le nourrit ne veut pas dire que tu dois refouler ta douleur, faire comme si t'avais pas mal, ravaler ce que tu ressens. Ce serait te faire violence et c'est pas ça. Ta douleur est réelle, elle a le droit d'exister et elle a besoin d'être exprimée. La question n'est pas de la taire. La question, c'est à qui tu l'adresses. Exprimer ta douleur à quelqu'un qui s'en nourrit, c'est la gaspiller et te faire du mal. L'exprimer ailleurs,
à quelqu'un qui peut la recevoir, à toi-même, dans un espace sûr, c'est la traiter vraiment. Il ne s'agit pas d'étouffer ce que tu ressens. Il s'agit d'arrêter de le déposer dans les mains de celui qui s'en sert contre toi. Voilà le deuxième point, et il est aussi troublant que décisif. Ta douleur exprimée ne le touche pas, elle le rassure, parce qu'il reçoit d'abord le fait que tu réagisses avant le contenu de ton reproche. Et ce fait lui dit une seule chose, tu comptes encore. Comme une voix dans le noir rassure celui qui a peur d'être seul, qu'elle soit douce ou furieuse, ta réaction lui prouve qu'il existe encore pour toi. Pour qui confond l'intensité avec le lien, ta colère est une victoire, la preuve qu'il peut encore perturber ta paix. Tu crois le punir, tu le nourris, et même prouver ton indifférence est encore une réaction, donc encore une confirmation. Mais alors, si ce n'est ni ta douleur, ni ta colère, ni ta preuve d'indifférence, que cherche-t-il vraiment au fond? Il faut descendre encore d'un cran, jusqu'au besoin le plus caché, celui que lui-même ne voit pas. Parce que ce qu'il vient chercher en te blessant n'est pas ce que tu crois. C'est pas ta destruction, c'est autre chose, de bien plus intime et de bien plus révélateur sur lui. Troisième point, ce qu'il cherche vraiment et que personne ne nomme. On arrive au cœur de tout, à l'endroit le plus profond, celui que presque personne ne regarde. Parce qu'on s'arrête toujours à la surface, on se dit il a été méchant, il a voulu me faire du mal, il est cruel. Et parfois c'est vrai, mais très souvent, sous ce qui ressemble à de la cruauté, il y a autre chose, quelque chose de beaucoup moins impressionnant et de beaucoup plus révélateur. Pour le voir, il faut poser une question que personne ne pose. Quand quelqu'un cherche à te blesser, qu'est-ce qu'il cherche exactement? La réponse évidente, ce serait il cherche à te détruire, à te faire souffrir, à te démolir. Et il faut écarter cette réponse tout de suite, parce que dans la plupart des cas, elle est fausse. Celui qui te provoque, qui te pique, qui revient te blesser, ne cherche presque jamais ta destruction. Ta destruction ne lui apporterait rien. Si tu étais détruite, effondrée, réduite à néant, il n'aurait plus rien. C'est pas ça qu'il veut. Alors que veut-il? Voici la vérité, et elle est étrange. Il ne cherche pas à te détruire. Il cherche à vérifier qu'il peut encore t'affecter. C'est complètement différent. Détruire, ce serait un but final. Vérifier, c'est un test qu'on refait encore et encore. Il veut pas te briser une fois pour toutes. Il veut s'assurer régulièrement qu'il a encore le pouvoir de te faire quelque chose, que le bouton fonctionne encore, que quand il appuie, tu réponds. Il faut comprendre pourquoi c'est ça qu'il cherche, et pas autre chose. Et pour ça, il faut voir ce que ta réaction représente pour lui au niveau le plus profond. Ta réaction est une preuve. Une preuve de quoi? De son existence, de son importance, de sa valeur même. Parce que pour certaines personnes, et c'est ça qu'il faut vraiment saisir, la valeur qu'elles ont à leurs propres yeux ne vient pas de l'intérieur. Elle ne repose sur rien de solide en elle-même. Alors elles vont la chercher dehors, dans l'effet qu'elles produisent sur les autres. Leur sentiment d'exister dépend de leur capacité à provoquer quelque chose chez quelqu'un. Sans impact sur autrui, elles ont l'impression de ne plus être rien. Voilà pourquoi ta réaction est si précieuse pour lui. Chaque fois que tu réagis, tu lui renvoies une image de lui-même, et cette image dit « tu existes, tu comptes, tu as du pouvoir, tu es important ». Tu deviens, sans le vouloir, le miroir dans lequel il vérifie sa propre valeur. Il ne te regarde pas, toi, en réalité. Il regarde le reflet de lui-même que ta réaction lui renvoie. Tu es l'écran sur lequel il projette la preuve qu'il existe. Laisse-moi te montrer ça avec une image. Imagine quelqu'un qui, pour être sûr d'exister, aurait besoin de crier dans une pièce et d'entendre l'écho lui revenir. Tant que l'écho répond, il se sent vivant, présent, réel. Le son qui lui revient lui prouve qu'il est là, qu'il occupe l'espace, qu'il a un effet sur le monde. Maintenant, imagine qu'il crie dans une pièce qui n'a plus d'écho, une pièce qui absorbe le son, où sa voix se perd sans revenir. Que ressent-il? Une angoisse profonde, comme s'il criait dans le vide, comme s'il n'existait plus. Parce que sans l'écho, il n'a plus la preuve de son impact. Tu es cet écho. Chaque fois que tu réagis, tu lui renvoies le son et il se sent exister. Ta colère, ta douleur, tes explications, ce sont ses échos à lui. Et il revient crier vers toi précisément quand il a besoin d'entendre cet écho, quand il doute de son existence, quand il se sent vide et qu'il lui faut une preuve qu'il compte encore quelque part. Il faut maintenant relier ça à quelque chose qu'on a effleuré, parce que ça explique d'où vient ce fonctionnement. Cette façon de chercher sa valeur dans l'impact sur les autres ne tombe pas du ciel. Elle vient
presque toujours d'une histoire, d'un passé où le lien stable, calme, sûr, n'a pas existé, où l'on n'a été vu, remarqué, que dans le drame, le conflit, l'intensité. Un enfant qui n'obtient de l'attention que lorsqu'il fait une crise apprend une chose terrible. Pour exister aux yeux des autres, il faut provoquer quelque chose de fort. Le calme, lui, équivaut à l'invisibilité. Et cet enfant devient un adulte qui reproduit exactement ça, qui va chercher dans ses relations l'intensité plutôt que la paix, qui provoque, qui teste, qui crée du drame, non par méchanceté gratuite, mais parce que c'est la seule façon qu'ils connaissent de se sentir reliés, de se sentir vus, de se sentir exister. Il confond depuis toujours être en lien et être en tension. Pour lui, une relation calme n'est pas une relation, c'est un vide, alors il maintient la tension. Parce que la tension au moins prouve qu'il y a quelque chose. Comprends bien ce que ça change dans ta façon de voir la situation. Quand il te blesse, il ne t'évalue pas, toi. Il ne te dit pas tu ne vaux rien. Il essaye, à travers toi, de se prouver à lui-même qu'il vaut quelque chose. Sa provocation ne parle pas de toi, elle parle de son vide. Le mal qu'il te fait n'est pas une mesure de ta valeur à toi, c'est une mesure de son manque à lui. Tu n'es que l'instrument dont il se sert pour combler un instant, un trou qui est en lui. Il faut vraiment intégrer ça, parce que ça retourne complètement la situation. Tu croyais être la cible, tu es en réalité l'outil, tu croyais qu'il t'attaquait pour ce que tu es, il se sert de toi pour ce qu'il n'est pas. Toute l'affaire, qui semblait tourner autour de toi, de ta douleur, de ce qu'il te reproche, tourne en réalité entièrement autour de lui, de son besoin, de son vide, de sa quête désespérée d'une preuve qu'il existe. Et ça éclaire un comportement qui, autrement, semble incompréhensible. Le fait qu'il réapparaisse souvent juste au moment où tu commences à aller mieux. Tu t'es demandé 1000 fois pourquoi. Pourquoi, maintenant, alors que j'allais enfin bien, c'est pas un hasard et c'est pas de la télépathie. C'est qu'il perçoit, à ta distance nouvelle, à ton calme, qu'il est en train de perdre sa place dans ton monde, que l'écho faiblit. Et cette perte le pousse à revenir crier, pour vérifier que l'écho répond encore. Ton début de guérison est précisément ce qui déclenche son retour, parce qu'il sent que le miroir est en train de lui échapper. Je pose une nuance importante, parce qu'elle est nécessaire. Comprendre son vide n'est pas l'excuser. Ce sont deux choses distinctes et il ne faut jamais les confondre. Expliquer d'où vient un comportement ne le rend pas acceptable. Qu'il ait un manque ancien, une blessure, un vide, n'efface rien du mal qu'il t'a fait. Tu n'as pas à devenir sa thérapeute, ni à tout pardonner sous prétexte qu'il souffre. Beaucoup de gens souffrent sans faire souffrir les autres. Comprendre, ici, ne sert pas à l'excuser, ni à retourner vers lui avec compassion. Comprendre sert à une seule chose, te libérer. Parce qu'à l'instant où tu vois que sa provocation parle de son vide et non de ta valeur, ses attaques perdent leur pouvoir sur toi. Elles cessent d'être un verdict sur qui tu es, pour devenir ce qu'elles sont vraiment, l'aveu de ce qui lui manque. Voilà le troisième point, et c'est le renversement décisif. Celui qui te blesse ne cherche pas à te détruire, mais à vérifier qu'il peut encore t'affecter, parce que ta réaction est le miroir dans lequel il confirme sa propre valeur. Comme quelqu'un qui aurait besoin d'un écho pour être sûr d'exister, il crie vers toi quand il doute de lui-même, et ta réaction lui renvoie la preuve qu'il compte. Ce fonctionnement vient d'une histoire où le lien n'a existé que dans l'intensité, où le calme signifiait l'invisibilité, ce qui veut dire que sa provocation ne mesure pas ta valeur, mais son vide. Tu n'étais pas sa cible, tu étais son instrument. Et comprendre cela ne l'excuse pas, ça te libère. Mais maintenant qu'on a vu ce qu'il cherche, on peut enfin comprendre pourquoi une seule chose le désarme vraiment. Pas ta colère, pas ta riposte, pas ta preuve d'indifférence. Une chose qu'il ne sait pas combattre, parce qu'elle ne lui offre aucune prise, aucun écho, aucun reflet. Ton calme, ton vrai calme. Et pourquoi ce calme le déstabilise plus que n'importe quelle attaque? Quatrième point, pourquoi ton calme le désarme plus que n'importe quelle riposte? On arrive à la réponse promise depuis le début, celle qu'il désarme. Et maintenant qu'on a compris ce qu'il cherche, sa preuve d'existence, son écho, son reflet, on peut enfin comprendre pourquoi une seule chose le laisse totalement démuni. C'est pas ta colère, c'est pas ta vengeance, c'est même pas ton silence hostile, ce silence qui boude et qui en dit long. C'est autre chose, c'est ton calme, ton vrai calme,
Et il faut bien comprendre pourquoi, parce que c'est subtil. Commençons par ce qui ne le désarme pas, pour bien situer la différence. Ta colère ne le désarme pas, on l'a vu, elle le nourrit, elle est un écho. Ta vengeance ne le désarme pas non plus, elle prouve qu'il t'obsède assez pour que tu veuilles lui rendre l'appareil encore un écho. Même l'ignorer ostensiblement, en faisant bien voir que tu l'ignores, ne le désarme pas, parce que cette ignorance affichée est encore une performance qui lui est destinée, et donc encore une preuve qu'il occupe ton esprit. Tout ce qui lui est adressé, sous quelque forme que ce soit, le rassure. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste une seule chose qui échappe à ce mécanisme. Un état qui ne lui est pas adressé du tout. Un calme qui ne joue rien, qui ne prouve rien, qui ne vise rien. Le calme de quelqu'un que ça ne concerne tout simplement plus. Pas un calme fabriqué pour l'impressionner. Un calme réel qui existe indépendamment de lui parce que tu es passé à autre chose. Il faut comprendre pourquoi ce calme-là, et lui seul, le désarme. Et pour ça, il faut revenir à ce qu'il venait chercher. Il venait chercher un écho, une réaction, la preuve qu'il peut encore t'affecter. Il crie et il attend le son qui revient. Or, ton vrai calme, c'est une pièce sans écho. Il crie et rien ne revient. Pas de colère, pas de douleur, pas de justification, pas même une indifférence appuyée. Juste le vide, le son, se perd et ne revient pas. Et souviens-toi de ce que ça produit chez quelqu'un dont le sentiment d'exister dépend de cet écho. Une angoisse profonde, parce que sans réponse, il n'a plus la preuve de son impact. Il a appuyé sur le bouton, et le bouton n'a rien déclenché. Pour la première fois, il se retrouve face à une chose qu'il ne sait pas gérer, l'absence totale de prise. Laisse-moi te montrer ça avec une image. Pense à quelqu'un qui aurait l'habitude de gagner à un jeu par la provocation. Il pousse l'autre à bout, l'autre s'énerve, perd son sang-froid, fait des erreurs et lui gagne. C'est sa tactique. Elle marche à tous les coups. Maintenant, imagine qu'un jour, il provoque et que l'autre reste parfaitement serein. Ne mord pas à l'hameçon. Continue de jouer, tranquillement, comme si de rien n'était. Que se passe-t-il? La tactique s'effondre. Il n'a pas d'autre plan, parce que toute sa stratégie reposait sur la réaction de l'autre. Privé de cette réaction, il est nu. Il ne sait plus quoi faire. C'est pas qu'il a perdu la partie, c'est qu'il n'y a plus de partie à jouer. C'est exactement ce qui lui arrive face à ton calme. Toute sa façon d'exister à travers toi reposait sur ta réaction. En la retirant, tu ne gagnes pas le combat, tu supprimes le combat. Et un combat supprimé est bien pire pour lui qu'un combat perdu. Parce qu'un combat perdu, il peut le rejouer. Un combat qui n'existe plus, il peut rien en faire. Il faut vraiment insister sur la différence entre le calme fin et le calme réel. Parce que c'est ce qui fait toute la puissance de ce point. Un calme fin, il le sent. Il perçoit la tension sous la surface, l'effort que tu fais pour paraître calme, la digue qui retient le flot. Et cette tension, c'est encore un écho atténué, mais un écho. Il sait qu'il y a de l'eau derrière la digue, alors il continue de pousser, sachant qu'il finira par la faire céder. Le calme fin est une provocation à peine déguisée, et il le traite comme tel. Mais le calme réel n'a pas de digue, parce qu'il n'y a pas de flot derrière. Il n'y a rien à retenir. Il ne peut donc rien faire céder, parce qu'il n'y a aucune tension à exploiter. Et ça, c'est ce qu'il ne sait pas combattre. On peut lutter contre une résistance, on ne peut pas lutter contre une absence. Le vrai calme ne lui oppose pas un mur qu'il pourrait attaquer. Il lui oppose du vide, et le vide est imprenable. Maintenant, il faut décrire ce qui se passe en lui à ce moment-là, parce que c'est là que réside la vraie déstabilisation. Face à ton calme, il ne trouve plus le reflet qu'il venait chercher. Le miroir est devenu lisse, il ne renvoie plus son image. Et brusquement, privé de ce reflet, il se retrouve seul, face à quelque chose qu'il fuyait depuis toujours, son propre vide. C'est ça, le point crucial. Tant que tu réagissais, il pouvait remplir son vide avec ta réaction. Ton attention, même hostile, venait combler le trou. En cessant de réagir, tu ne lui retires pas seulement un écho, tu le renvoies à ce trou qu'il passait sa vie à éviter. Et se retrouver face à son propre vide, sans distraction, sans réaction extérieure pour le masquer, c'est une expérience insupportable pour quelqu'un qui n'a jamais appris à habiter le calme. Voilà pourquoi ton calme est plus déstabilisant que n'importe quelle attaque. Une attaque le remplirait. Ton calme le renvoie à son manque. Et il faut le formuler nettement, parce que c'est la clé de tout. Ce qui le déstabilise, c'est pas de perdre le combat contre toi, c'est de découvrir qu'il ne peut plus décider comment se termine ta journée, que ses mots ne changent plus ton état, que sa présence n'occupe plus d'espace dans ta tête. Pour la première fois, il comprend qu'il a perdu le seul pouvoir qu'il avait vraiment sur toi, celui de perturber ta paix.
Et il n'y a pas de contre-attaque possible à ça, parce que on récupère pas un pouvoir qui reposait entièrement sur la réaction de l'autre une fois que l'autre a cessé de réagir. Je pose une nuance essentielle, parce que sans elle, ce point pourrait te piéger. Ton calme ne doit surtout pas devenir une nouvelle stratégie pour le déstabiliser. Si tu restes calme en guettant l'effet que ça produit sur lui, en espérant secrètement que ça le détruise, en vérifiant s'il craque, alors ton calme n'est pas réel. Il est une arme, donc une réaction, donc encore un écho. Et il le sentira. Le vrai calme, celui qui désarme, n'a pas pour but de le désarmer. C'est ça, le paradoxe. Il ne fonctionne que s'il ne cherche pas à fonctionner. Le jour où ton calme vise à produire un effet sur lui, tu es retourné dans son jeu, tu t'occupes encore de lui. C'est pour ça que ce calme ne peut pas être une technique. Il ne peut être que le résultat d'une transformation réelle, un état où cette personne a vraiment cessé de compter pour toi, où sa déstabilisation, si elle a lieu, ne t'intéresse même plus. Tu n'es pas calme pour lui. Tu es calme parce que tu es passé à autre chose. Et c'est précisément parce que ce calme ne lui est pas destiné qu'il est imparable. Le seul calme qui le désarme est celui qui ne pense même plus à lui. Voilà le 4e point. Ton calme le désarme parce qu'il est la seule chose qui n'est pas un écho. Il venait chercher une réaction pour prouver son existence. Et ton vrai calme est une pièce sans écho où son cri se perd sans revenir. Contrairement au calme fin, qui cache une tension qu'il peut faire céder, le calme réel n'oppose aucune prise, seulement du vide, et le vide est imprenable. Privé du reflet qu'il venait chercher, il se retrouve face à son propre vide, celui qu'il fuyait. Et il découvre qu'il a perdu le seul pouvoir qu'il avait, décider de ton état, mais ce calme ne peut pas être une arme. Il n'est imparable que parce qu'il ne pense même plus à lui. Mais il reste une dernière question, et c'est la plus difficile de toutes, parce qu'elle ne parle plus de lui, elle parle de toi. Parce que si tu réagis encore, si tu n'arrives pas à ce calme, c'est peut-être qu'une part de toi attend toujours quelque chose de lui. Et tant que tu attends, tu n'es pas libre. 5e point, la vraie question, celle qui te concerne, toi. On arrive au terme, et il faut maintenant retourner le regard. Jusqu'ici, on a parlé de lui, de ce qu'il cherche, de ce qui le désarme, de son vide, mais tout ça, aussi éclairant soit-il, reste centré sur lui, et si on s'arrêtait là, on passerait à côté de l'essentiel. Parce que la vraie question, la plus difficile, celle qui décide vraiment de ta liberté, ne parle plus de lui du tout, elle parle de toi. La voici. Si tu réagis encore, si tu n'arrives pas à ce calme dont on vient de parler, si ces provocations t'atteignent toujours, pourquoi? Qu'est-ce qui, en toi, reste accroché? Et il faut oser la réponse, même si elle dérange. Si tu réagis encore, c'est souvent parce qu'une part de toi attend encore quelque chose de lui. C'est pas agréable à entendre, parce qu'on préfère croire qu'on réagit par principe, par dignité, parce qu'il le mérite. Mais sous la réaction, il y a presque toujours une attente. Tu attends quelque chose. Et tant que tu attends, tu es relié. Il faut nommer ce que tu attends, précisément, parce que c'est en le nommant qu'on peut s'en libérer. Tu attends peut-être une excuse. Ce moment où il reconnaîtrait enfin ce qu'il a fait. Tu attends peut-être une reconnaissance. Qu'il admette que tu avais raison, que tu ne méritais pas ça, que la faute était la sienne. Tu attends peut-être une explication. Cette réponse à la question qui te ronge, pourquoi m'a-t-il fait ça? Ou tu attends plus simplement qu'il répare, qu'il referme, d'une manière ou d'une autre, ce qu'il a ouvert en toi. Ces attentes sont profondément légitimes, il faut le dire. Tu as le droit de vouloir une excuse, tu as le droit de vouloir comprendre. C'est pas une faiblesse, c'est humain. Mais il faut voir ce que ces attentes te font, indépendamment de leur légitimité. Elles te maintiennent en position d'attente. Et l'attente, par définition, te place dans les mains de l'autre. Tant que tu attends quelque chose de lui, c'est lui qui détient la clé de ta paix. C'est lui qui décide si et quand tu pourras enfin être en paix. Tu as remis, sans le vouloir, la serrure de ta propre libération entre ses mains. Il faut vraiment saisir ce mécanisme, parce qu'il est le nœud de tout. Quand tu fais dépendre ta tranquillité de quelque chose qui doit venir de lui, une excuse, un aveu, un regret, tu lui donnes un pouvoir immense, le pouvoir de te garder en suspens aussi longtemps qu'il ne donne pas ce que tu attends. Et si il ne compte jamais le donner, ce qui est souvent le cas, alors tu attends une chose qui n'arrivera pas, et cette attente peut durer des années. Tu peux passer une partie de ta vie en salle d'attente,
à guetter une réponse que l'autre n'a jamais eu l'intention de te donner. Laisse-moi te montrer ça avec une image. Imagine que quelqu'un t'ait fait tomber et que tu restes assise par terre à attendre qu'il vienne te tendre la main pour te relever. Tu attends. Tu te dis, c'est lui qui m'a fait tomber, c'est à lui de m'aider à me relever, c'est la justice. Et c'est vrai, ce serait juste. Mais s'il n'a pas l'intention de revenir, que se passe-t-il? Tu restes par terre, indéfiniment. Non pas parce que tu ne peux pas te relever seul, tu le pourrais parfaitement, mais parce que tu as décidé que ton relèvement devait venir de lui. Ton attente d'une justice qui ne viendra pas te clouer au sol, alors que tu as, en toi, tout ce qu'il faut pour te relever. C'est exactement ce que fait l'attente d'une excuse. Elle te maintient à terre, à guetter une main qui ne viendra pas, alors que tu pourrais te relever seul. La justice voudrait qu'il revienne. Mais ta liberté n'exige pas la justice. Elle exige seulement que tu cesses d'attendre. Et c'est là qu'il faut redéfinir ce que veut dire guérir, parce qu'on se trompe souvent sur ce mot. Guérir, c'est pas oublier, c'est pas faire comme si rien n'était arrivé. C'est pas non plus obtenir enfin l'excuse et tourner la page grâce à elle. Guérir, c'est quelque chose de bien plus radical et de bien plus libérateur. C'est cesser de vivre en attendant une réponse qui dépend de quelqu'un d'autre. C'est reprendre la clé que tu avais confiée. C'est décider que ta paix ne sera plus suspendue à son geste. Il faut comprendre pourquoi c'est la seule guérison possible. Parce que toute guérison qui dépendrait de lui te laisserait à sa merci. Si tu as besoin de son excuse pour aller bien, tu ne vas bien que s'il le veut bien. Ta paix reste conditionnelle, otage de sa décision. La seule paix solide, la seule qui ne puisse pas être reprise, est celle qui ne dépend que de toi. Celle que tu construis sans lui, contre son silence même. Une paix qui n'a plus besoin de sa reconnaissance pour exister. Et c'est ici que se produit la vraie bascule, celle qui change tout. Le jour où tu cesses d'attendre quelque chose de lui, quelque chose se défait. Non pas parce qu'il a changé, non pas parce qu'il a enfin donné ce que tu attendais, mais parce que tu as cessé d'attendre. Tu as coupé toi-même le fil qui te reliait à lui, et ce fil, souviens-toi, n'était pas fait d'amour, il était fait d'attente. En cessant d'attendre, tu ne coupes pas un sentiment, tu coupes une dépendance. Il faut voir ce qui apparaît alors, parce que c'est précieux. La personne qui occupait tant tes pensées commence à perdre de l'importance, doucement, sans effort. Non pas parce que tu l'as chassée de force, on n'y arrive jamais par la force, mais parce que tu as cessé de construire ton identité autour de la blessure qu'elle t'a laissée. Tant que tu attendais réparation, cette blessure était au centre de toi, elle te définissait, tu étais celle à qui on avait fait ça, celle qui attendait justice. En lâchant l'attente, tu cesses d'être défini par la blessure. Et la personne qui l'a causée perd du même coup la place centrale qu'elle occupait. Et ce que tu récupères, à cet instant, vaut infiniment plus qu'une victoire sur lui. Tu ne récupères pas le plaisir de le voir perdre. Tu récupères ta liberté émotionnelle. Le fait que ta paix, désormais, ne dépende plus de personne, que ce qu'il fait ou ne fait pas, ce qu'il dit ou ne dit pas, n'ait plus le pouvoir de décider de ton état intérieur, c'est ça, la vraie fin de l'histoire, pas sa défaite. Ta liberté, je pose une nuance importante, parce qu'elle est nécessaire. Cesser d'attendre une excuse ne veut pas dire excuser. Ce sont deux choses totalement différentes. Tu peux renoncer à attendre son regret tout en considérant que ce qu'il a fait était grave, injustifiable, et que tu as eu raison d'en souffrir. Lâcher l'attente n'efface pas la faute, et ne t'oblige pas à pardonner. Le pardon est un chemin possible, mais ce n'est pas le sujet ici, et ce n'est pas une obligation. Tu as parfaitement le droit de ne jamais excuser l'inexcusable. Ce que tu lâches, c'est pas ton droit à la colère ou au jugement. C'est seulement le fil qui faisait dépendre ta paix de sa reconnaissance. On peut cesser d'attendre quelqu'un sans jamais lui donner raison. Et une seconde nuance, tout aussi importante. Ne plus attendre de lui ne veut pas dire porter tout ce poids seul, en serrant les dents. La reconnaissance que tu cherchais existe peut-être, mais ailleurs. Auprès de gens qui t'aiment, qui peuvent entendre ta douleur et la valider. Auprès de toi-même, qui peut reconnaître ce que tu as traversé sans attendre que lui le fasse. Cesser d'attendre son excuse, c'est pas renoncer à toute reconnaissance, c'est arrêter de la mendier là où elle ne viendra pas, pour aller la chercher là où elle est possible, à commencer par en toi. Voilà le 5e point, et boucle tout le chemin. Si tu réagis encore
c'est souvent qu'une part de toi attend encore quelque chose de lui, une excuse, une reconnaissance, une explication. Ces attentes sont légitimes, mais elles remettent la clé de ta paix entre ses mains et te clouent au sol, à guetter une main qui ne viendra pas. Guérir, c'est pas oublier ni obtenir enfin cette excuse. C'est cesser de vivre en attendant une réponse qui dépend d'un autre. Le jour où tu lâches cette attente, tu coupes non pas un sentiment, mais une dépendance, et tu récupères la seule chose qui compte, ta liberté. Et c'est la vérité que je t'avais promise depuis le début. Ce qui le désarme après t'avoir blessé, c'est pas une phrase, c'est pas une riposte, c'est même pas de l'ignorer, c'est de découvrir que tu n'as plus besoin qu'il existe dans ton monde pour continuer à avancer, que tu n'attends plus rien de lui, que ta paix s'est refermée sans lui et qu'il n'a plus aucune clé pour la rouvrir. Parce qu'au fond, la plus silencieuse des victoires n'a jamais été de le changer, ni de le vaincre, ni même de lui manquer. Elle a toujours été de cesser de lui permettre de décider qui tu es. Le jour où sa présence ou son absence ne change plus rien à ta valeur, à ta paix, à ta façon d'avancer, tu as gagné la seule chose qui valait la peine d'être gagnée. Pas contre lui, pour toi. Si ce chemin t'a parlé, tu peux laisser un mot en commentaire, simplement celui-ci, liberté.